Les victoires silencieuses redessinent aujourd'hui la carte du Sahel. Elles ne s'affichent pas dans les communiqués ni sur les plateaux télévisés. Elles s'écrivent sur la poussière rouge, là où la discipline locale remplace la dépendance. Pourquoi le monde détourne-t-il encore le regard lorsque Ibrahim Traoré incarne une souveraineté forgée par la mémoire, la patience et la précision, plutôt que par l'aide étrangère? Sous les ciels de Bamako et d'Ouagadougou, le silence devient un langage. Chaque village qui dort en paix est un titre oublié. Chaque silence, une preuve que la doctrine agit. Depuis que la doctrine sahélienne a pris forme, le monde se confronte à un paradoxe. Les armées les plus pauvres signent les victoires les plus nettes. Ce qu'annonce Ibrahim Traoré, ce n'est pas une simple réforme militaire, mais un test moral. Un peuple peut-il tenir debout quand toute aide lui est retirée ? Le gain n'est pas la gloire, c'est le droit de décider, la capacité de protéger sans autorisation. Mais le risque demeure, la moindre erreur peut replonger le Sahel dans le chaos où l'assistance redevient une arme déguisée. Si la doctrine réussit, elle ne transformera pas seulement le Burkina Faso, elle redéfinira l'idée même d'indépendance africaine. Dans un siècle où la guerre dépend des budgets, une victoire acquise par la volonté seule serait le choc le plus dérangeant pour l'ordre établi. Octobre 2025, sud du Mali. Un convoi d'insurgés fonce à travers la poussière près de Sikasso. Ils ont la vitesse, le nombre, l'arrogance. En quelques minutes, tout s'effondre. 3 frappes coordonnées, un silence total. Ce n'est pas un hasard. C'est la première application complète de la doctrine sahélienne. Observation, patience, précision. Quelques jours plus tard, la scène se répète à Koumbri, au nord du Burkina Faso. Des centaines de combattants pensent encercler une petite garnison. Ils tombent dans une tranchée creusée par la mémoire et le deuil. À l'aube, Koumbri tient toujours. Pas par miracle, mais par calcul. De Mali à Ouagadougou, ces victoires se propagent plus vite que les dépêches. Dans ce vide médiatique, Ibrahim Traoré devient symbole d'une souveraineté retrouvée. Enseigner au monde que défendre son sol ne nécessite ni applaudissements ni subventions. À Paris comme à Washington, le silence est pesant. Reconnaître l'efficacité de ces armées instables reviendrait à admettre qu'elles ont trouvé une logique que les puissances ont perdue. Discipline sans ego, défense sans dépendance. Et pendant que le monde doute, le Sahel agit et gagne. Au cœur de cette transformation, un visage revient sans cesse. Ibrahim Traoré. Pour beaucoup au Burkina Faso, il incarne la continuité entre la douleur et la dignité. Ancien officier devenu chef d'État à moins de 40 ans, il n'a pas bâti sa légitimité sur des discours, mais sur la cohérence d'un acte répété, défendre son territoire sans permission. Sous son mandat, les alliances locales remplacent peu à peu les interventions extérieures. Les comités de sécurité de village deviennent les premiers laboratoires d'une autonomie réelle. Dans les rues de Ouagadougou, des portraits du capitaine se mêlent à ceux des soldats tombés. La foule ne célèbre pas un héros, elle revendique une idée. La souveraineté ne se délègue pas. Les marchés reprennent vie, les écoles rouvrent lentement, les familles déplacées retournent vers des terres qu'elles croyaient perdues. Cette reconstruction modeste, presque invisible, illustre la logique de la doctrine. Gagner d'abord la paix intérieure avant de chercher la reconnaissance. Les premières données confirment l'impact. Dans plusieurs provinces, le nombre d'attaques armées chute de plus de la moitié en moins de 6 mois. Mais le changement le plus profond n'est pas statistique, il est psychologique. Les habitants ne parlent plus de protection, ils parlent de propriété. Et c'est peut-être cela, la révolution la plus silencieuse du Sahel, un peuple qui cesse d'attendre pour commencer à agir. Tout a commencé par une série d'opérations menées presque sans annonce, entre octobre 2025 et février 2026. À Sikasso, puis à Koumbri, les forces sahéliennes ont démontré qu'une guerre pouvait être gagnée sans propagande, ni trophée, ni communiqué triomphant. Chaque mission suivait le même schéma. Observer, patienter, frapper et disparaître. Les insurgés, habitués à des armées prévisibles, ont découvert une coordination d'une précision implacable.
Les drones d'observation locaux, souvent bricolés avec des moyens dérisoires, relayaient des images à des unités d'intervention placées à quelques centaines de mètres seulement. Ce lien court, presque organique, entre repérage et action a changé l'issue de dizaines d'affrontements. À Ouagadougou, Ibrahim Traoré insistait sur une consigne simple. Nous devons être imprévisibles, disciplinés et patients. Sous sa direction, le Burkina Faso et ses voisins ont adopté ce qu'ils appellent désormais la doctrine sahélienne, un ensemble de principes opérationnels fondés sur la connaissance du terrain et la lenteur stratégique. Plutôt que de poursuivre l'ennemi, les unités sécurisent d'abord les axes vitaux, isolent les foyers d'insurrection, puis laissent le temps agir. Cette méthode, inspirée autant par la géographie que par la mémoire collective, transforme le champ de bataille en une série d'espaces sous contrôle moral. Les résultats ont dépassé les prévisions. Entre la fin 2025 et le milieu de 2026, les pertes civiles ont diminué de près de 40%. Les forces régulières ont repris plus de 300 localités, souvent sans affrontements prolongés. Les insurgés, privés de leurs itinéraires de fuite, se sont dispersés ou rendus. Dans certaines zones, les observateurs internationaux ont parlé d'un effet de vide. Les groupes armés semblaient s'évaporer sans que l'on puisse retracer leur repli. Mais la chronologie ne s'arrête pas aux opérations militaires. Parallèlement, des cellules civiles coordonnées ont émergé. Agriculteurs, enseignants, chefs de quartier participant à la reconstruction immédiate après chaque combat. Les camions transportant vivres et carburant sont désormais escortés par des milices locales intégrées, non par des contractants étrangers. L'idée n'est pas seulement de restaurer l'ordre, mais de prouver que la stabilité peut naître de la proximité plutôt que de la dépendance. Dans les capitales occidentales, ces succès suscitent une gêne croissante. Comment expliquer que des armées sous-équipées accomplissent ce que les coalitions internationales n'avaient jamais réussi à imposer ? La question hante les rapports diplomatiques. Le modèle sahélien serait-il reproductible ? Pour Ibrahim Traoré, la réponse tient dans une phrase. La guerre propre n'existe pas, mais la guerre juste exige la maîtrise. C'est cette maîtrise, patiemment construite, qui donne au Sahel son nouveau visage, un visage que le monde hésite encore à regarder. Pour comprendre l'ampleur du tournant sahélien, il faut regarder les chiffres. Entre 2025 et 2026, le Burkina Faso a réduit de 47% le nombre d'incidents armés signalés sur son territoire. Au Mali, la baisse atteint 42% selon les données croisées des observateurs africains et de l'Union africaine. Le Niger, en adoptant partiellement la même doctrine, enregistre une chute de près d'un tiers des attaques contre les convois civils. Ce ne sont pas des statistiques isolées, mais les premiers indicateurs d'une stratégie fondée sur la lenteur contrôlée. Chaque opération réussie se traduit par un territoire qui respire à nouveau. Sous la présidence de Ibrahim Traoré, le ministère de la Défense burkinabé a instauré un système de comptabilité locale de la sécurité. Chaque district recense les zones pacifiées, non pas en fonction des morts, mais du retour des écoles, des marchés et des femmes sur les routes. Ce basculement méthodologique modifie la logique même de la victoire. Elle n'est plus comptée en cadavres, mais en activités retrouvées. En 6 mois, plus de 1200 écoles ont rouvert dans les provinces du centre-nord et de la boucle du Mouroun. Les convois humanitaires, auparavant escortés par des forces étrangères, circulent désormais sous protection communautaire, réduisant les coûts d'intervention de près de 60%. Ces chiffres masquent pourtant une vérité plus exigeante. La discipline a remplacé la technologie. Chaque unité burkinabé dispose de moins d'un quart des ressources logistiques d'une brigade moyenne de l'OTAN, mais compense par une connaissance intime du terrain. Là où les forces occidentales mesurent le succès en mètres gagnés, le Sahel le mesure en nuit calme. Et c'est ce critère, la continuité du silence, qui devient l'indicateur le plus fiable d'une victoire durable. À Ouagadougou, le Centre d'analyse stratégique publie désormais des bulletins hebdomadaires fondés sur 3 paramètres. Premièrement, le nombre de localités regagnées. Deuxièmement, la durée moyenne de stabilité après l'opération. Troisièmement, la proportion d'unités mixtes armées civiles actives.
Le modèle montre une corrélation directe entre la participation communautaire et la baisse des attaques résiduelles. Mais plus encore que les chiffres, c'est la logique de mesure elle-même qui dérange l'ordre mondial. Car en choisissant de valoriser la reconstruction plutôt que la destruction, la doctrine sahélienne bouleverse les paradigmes militaires classiques. Elle impose un nouveau langage, celui du temps, du retour et de la constance. Et c'est là que réside sa puissance. Les critiques n'ont pas tardé. Certains analystes occidentaux affirment que la doctrine sahélienne n'est qu'un nationalisme déguisé, une réponse émotionnelle à la frustration postcoloniale. Ils évoquent le risque d'un isolement stratégique, d'un autoritarisme rampant, d'une économie à une économie coupée des circuits internationaux. D'autres, plus mesurés, admettent l'efficacité tactique, mais doutent de sa durabilité. Sans ressources extérieures, le modèle s'essoufflera. Face à ces arguments, Ibrahim Traoré répond par les faits. Depuis la mise en œuvre de la doctrine, les dépenses militaires du Burkina Faso ont diminué de près de 20%, tandis que la couverture sécuritaire du territoire a augmenté d'un quart. Les opérations reposent moins sur la force que sur la coordination. Chaque région planifie ses propres défenses, ajustées à la géographie et au tissu social local. C'est cette décentralisation et non un repli qui explique la résilience du système. Les accusations de dérive autoritaire trouvent aussi leurs limites. Le gouvernement a institué des comités civilo-militaires supervisés par des conseils communautaires, dont les procès-verbaux sont rendus publics chaque trimestre. La transparence est imparfaite, certes, mais elle existe, et c'est déjà une rupture dans un espace politique longtemps marqué par l'opacité. Enfin, le reproche de dépendance énergétique ou logistique ne tient que partiellement. Le Burkina Faso et le Mali ont investi dans des réseaux d'approvisionnement courts basés sur la production locale de carburant bio et sur la maintenance de véhicules légers réparables sur place. Chaque contrainte devient une source d'adaptation. La rareté forge la précision. Ainsi, le Stillman du modèle sahélien repose sur un constat simple. Ce n'est pas la technologie qui assure la souveraineté, c'est la cohérence. Et tant que cette cohérence se maintient, le Sahel n'a pas besoin d'alliés condescendants pour exister. Silence stratégique. Voilà le cœur du renversement. Ce n'est plus un vide, mais une arme. Dans la doctrine sahélienne, ne rien dire, ne rien montrer, c'est déjà gagné. Au milieu de 2026, Ibrahim Traoré choisit délibérément d'interrompre toute communication officielle sur les opérations en cours. Aucun communiqué, aucun chiffre, aucune image, seulement le calme. Les diplomates étrangers parlent de zone grise, les populations locales y voient une promesse tenue. Car dans ce silence, les villages recommencent à respirer, les champs sont cultivés, les marchés rouvrent, les enfants vont à l'école sans escorte. Là réside la révélation du milieu. La guerre au Sahel n'est plus une guerre pour la conquête du territoire, mais une guerre pour la maîtrise du récit. Chaque jour sans bruit devient un acte politique, chaque silence une victoire. Et quand le monde s'étonne de ne rien voir, le Sahel sourit, car il a enfin appris à exister sans témoin. Les effets tangibles de la doctrine sahélienne se lisent désormais dans 4 sphères: nationale, économique, sociale et régionale. Au niveau national, sous Ibrahim Traoré, les commandements militaires régionaux travaillent directement avec les mairies et les conseils villageois. Les budgets alloués à la sécurité sont redistribués à plus de 40% vers des projets d'infrastructures locales, routes rurales, puis marchés communautaires. Cette intégration réduit la fracture entre armée et population, autrefois source majeure d'instabilité. Sur le plan économique, l'abandon partiel des importations de carburant et d'équipements lourds a permis de rediriger près de 18 millions de dollars vers la production agricole et la formation technique. De nouveaux circuits d'approvisionnement interne ont émergé, notamment pour la réparation d'engins et la transformation du mil. Les économistes burkinabés parlent d'un réalisme de la pénurie, transformer chaque contrainte en levier productif. Sur le plan social, là où les habitants parlaient autrefois de protection, ils évoquent désormais la propriété de leur sécurité. Les familles déplacées reviennent. Dans les régions du Sahel et du Centre-Nord, les retours dépassent 60 000 personnes depuis début 2026. Les écoles, rouvertes avec l'appui de comités civils, sont devenues des symboles de reconstruction. Chaque classe réouverte est célébrée comme une victoire morale. Enfin, à l'échelle régionale, au Mali et au Niger,
Des officiers jeunes adaptent ces principes à leur propre réalité. Les coopérations militaires locales remplacent les grandes missions internationales, tandis que des zones transfrontalières, naguère incontrôlables, deviennent des couloirs économiques. Même les partenaires extérieurs les plus sceptiques admettent que la stabilité relative du centre du Sahel modifie les équilibres diplomatiques. Mais au-delà des chiffres et des réussites, la conséquence la plus profonde est symbolique. L'Afrique cesse d'attendre qu'on vienne la sauver. Le Sahel ne demande plus de reconnaissance, il pratique la souveraineté. Et c'est peut-être ce qui dérange le plus, un continent capable de se gouverner, de se défendre, et surtout de se taire avec puissance. L'avenir du Sahel, vu depuis Ouagadougou, se divise aujourd'hui en 3 trajectoires possibles. La consolidation, l'expansion ou la rupture. Dans le scénario de consolidation, c'est celui que Ibrahim Traoré juge le plus réaliste. Le Burkina Faso poursuit la stabilisation progressive de ses zones rurales tout en renforçant les structures locales. La priorité reste la formation, non pas d'élites administratives, mais de responsables communautaires. L'objectif ? Transformer la discipline militaire en gouvernance quotidienne. Si cette dynamique se maintient, le pays pourrait atteindre, d'ici fin 2026, un contrôle effectif sur plus de 85% de son territoire. Dans le scénario d'expansion, ce scénario suppose une coopération régionale accrue avec le Mali et le Niger. Les opérations conjointes déjà testées à la frontière de Gao et de Dori se multiplieraient, créant un corridor de stabilité traversant le centre du Sahel. À terme, cette intégration pourrait donner naissance à une alliance sahélienne formelle, dotée de son propre commandement et de mécanismes économiques internes. Dans cette hypothèse, la doctrine ne serait plus seulement burkinabé, elle deviendrait une matrice africaine de sécurité collective. Et dans le scénario de rupture, il s'enclencherait si les pressions extérieures reprenaient le dessus. Sanctions, isolement financier, divisions politiques internes. Une telle situation pourrait fragmenter les chaînes logistiques et affaiblir les structures communautaires. Mais même ce risque s'accompagne d'un apprentissage. La population, désormais actrice, ne reviendrait pas totalement à l'ancien modèle. Entre ces 3 voies, Ibrahim Traoré maintient un équilibre prudent. Il parle d'un moment d'endurance, ne pas confondre succès tactique et victoire historique, car la plus grande épreuve du Sahel n'est plus de gagner la guerre, c'est de ne pas perdre la paix. Derrière les chiffres et les discours, la doctrine sahélienne touche quelque chose de plus intime, la perception de soi. Dans les rues de Ouagadougou, de Bamako ou de Niamey, les conversations ne tournent plus autour des promesses d'aide, mais autour d'une idée nouvelle, nous pouvons faire seuls. Cette idée, Ibrahim Traoré la répète sans emphase. La souveraineté n'est pas un slogan, c'est une habitude. Dans les marchés, les femmes racontent comment elles ont rouvert les étals sans attendre les subventions. Les enseignants parlent d'une génération d'enfants qui n'a connu ni soldats étrangers, ni drapeaux importés dans leurs écoles. Les anciens, eux, observent une fierté calme revenir avec les saisons. Celle de se sentir responsable, non redevable. À travers les radios locales, de nouveaux récits circulent, courts, concrets, sans propagande. Des agriculteurs expliquent comment ils ont transformé d'anciennes positions militaires en entrepôts communautaires. Des jeunes témoignent de leur participation aux patrouilles civiles, non comme miliciens, mais comme gardiens de leur quartier. Ce n'est pas une révolution spectaculaire, c'est une reconstruction silencieuse des mentalités. Et c'est là que la doctrine trouve sa force la plus durable. Elle crée de la continuité. Car quand un peuple se regarde sans honte, la dépendance perd sa raison d'être. Le Sahel, désormais, ne cherche plus à prouver, il pratique. Et cette pratique, lente mais ferme, redonne sens à un mot que le monde avait vidé, indépendance. Le succès du modèle sahélien ne repose pas sur la rhétorique, mais sur une mécanique précise. Ibrahim Traoré l'a décrit en 5 étapes, simples mais rigoureuses. D'abord, territorialiser la sécurité. Chaque province doit disposer de ses propres comités de veille, liés directement au commandement régional, sans intermédiaire bureaucratique. Cela garantit une réaction rapide et évite les lenteurs administratives. Ensuite, former localement. Les académies militaires classiques cèdent la place à des centres d'entraînement civilo-militaires où l'on apprend autant la tactique que la médiation communautaire. Un soldat formé au dialogue prévient autant qu'il combat. Puis, mutualiser les ressources, l'État finance l'outil, la communauté assure l'entretien. Cette codépendance réduit le gaspillage et renforce l'appropriation.
Vient ensuite la nécessité de mesurer autrement. Les rapports mensuels ne comptent plus les pertes, mais le nombre d'écoles rouvertes, de marchés réhabilités et de nuits sans incident. La donnée devient outil de confiance. Enfin, consolider l'endurance. Le Sahel apprend à préférer la lenteur au spectacle. Le temps long devient stratégie, celui de la constance, de la reconstruction, du refus des solutions rapides. Ces 5 axes forment la matrice d'un futur possible. Un État moins dépendant, une armée intégrée à la société, une souveraineté vécue au quotidien. Et pour le Burkina Faso, cette feuille de route n'est pas une théorie, c'est une pratique qui s'écrit déjà, jour après jour, dans la poussière et le silence. Lorsque le vent retombe sur les plaines du Sahel, il ne reste ni drapeau, ni slogan, seulement la poussière et les visages. Ibrahim Traoré, debout parmi ses hommes, répète souvent que la victoire n'a de sens que si elle rend le silence habitable. Ce silence, jadis symbole de peur, est devenu la respiration d'un peuple. Dans les villages de Kombri et de Sikasso, on ne parle plus de guerre, mais de retour. Retour des rires, des marchés, des saisons. Chaque tranchée comblée, chaque moto abandonnée dans le sable devient un rappel. La souveraineté ne s'enseigne pas, elle se regagne. Ceux qui doutaient de la capacité de l'Afrique à écrire sa propre doctrine découvrent qu'elle le fait déjà, sans bruit, mais avec constance. Et dans cette constance réside la leçon la plus humaine. On peut perdre des batailles, mais pas la mémoire de la dignité. Le Sahel n'attend plus la reconnaissance du monde. Il s'est reconnu lui-même. Et c'est dans ce miroir, simple et rude, que commence la véritable indépendance. Le Sahel n'a plus besoin de parler fort pour être entendu. Son message tient en une phrase simple. La souveraineté se prouve dans le silence. Mais ce silence n'est pas l'oubli. C'est un acte collectif, une discipline du temps. Long. Ibrahim Traoré l'a souvent répété, ce n'est pas la victoire qui compte, c'est la continuité. Et cette continuité dépend maintenant de chacun. Soldats, enseignants, cultivateurs, journalistes, tous ceux qui transforment la poussière en traces. Chaque geste, aussi discret soit-il, devient une réponse à des décennies de dépendance. Alors, avant que la poussière ne retombe tout à fait, posez-vous une question. Qu'est-ce que la souveraineté signifie pour vous ? Est-ce une frontière, une devise, ou la simple capacité de choisir sans permission ? Partagez cette histoire non pour glorifier la guerre, mais pour comprendre ce qu'elle révèle. Quand un peuple décide de ne plus attendre, même le silence devient victoire.